Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on décrypte le nouveau protocole MCP, si vous êtes un peu à la mode, qui renforce encore les capacités d'un LLM, le perroquet stochastique, là, le simple producteur de texte, en produisant des actions et en rentrant en interaction avec vos données et vos outils préférés. On le fait avec le CTPO, on verra ce que c'est, d'une grande plateforme de gestion de données. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, techniques et agentiques. Cause commune 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm et sur son app mobile, sur la bande FM 93.1 et le DAB+, et en podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Merci à Olivier Gricot, notre vénérable directeur d'antenne, de nous laisser cet espace de liberté. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner, mais surtout de prendre 3 secondes pour nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ou un petit pouce sur YouTube. C'est notre seule récompense. Et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. De plus en plus, quand vous utilisez votre modèle LLM préféré, il ne se contente plus simplement de produire du texte à la suite de votre question. Il analyse finement votre demande et si celle-ci nécessite des actions particulières, il va faire appel à une panoplie d'outils producteurs de code, calculatrices, chercheurs sur le web, générateurs d'images ou de graphiques. Mais comment est-on passé d'un outil qui répond à un texte par un autre texte à un outil qui comprend la demande contenue dans votre texte et qui fait appel à d'autres ressources ? Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent entrer en jeu, mais celui dont on entend particulièrement parler en ce moment et qui semble doucement s'imposer depuis fin 2024, début 2025, s'appelle MCP, Model Context Protocol. Et on va le décrypter ensemble avec le cofondateur de la grande plateforme de gestion de données et également CTPO d'Open Datasoft. Bonjour David Touma. Bonjour Jean-Philippe Clément. Merci d'être avec nous dans le studio de Cause Commune ce matin très tôt. Alors, on va se poser une première question, David. Parlez-moi d'IA, bien sûr, mais d'abord parlez-moi de data. Et peut-être vous pouvez nous présenter un peu ce qu'est Open Datasoft, dont vous êtes l'un des 3 cofondateurs, et le CTPO. Qu'est-ce que ça fait en fait, Open Datasoft ? Eh bien, Open Datasoft, c'est une société française qui développe une plateforme SaaS qui permet à ses clients de valoriser leur patrimoine de données. Donc pour ça, on développe une solution, une Data Product Marketplace, une place de marché qui permet d'exposer, de valoriser des produits de données sous forme d'API, de visualisation, et surtout pour rendre ces produits de données, ces actifs de données qui sont la richesse, une des grandes richesses des organisations et souvent inexploitées, permet de les proposer, de les mettre à disposition de tous les collaborateurs de l'organisation et pas uniquement des experts data. La particularité des 3 cofondateurs, si on revient un peu sur l'histoire d'Open Datasoft, bon, que moi je connais bien, mais que d'autres peuvent aussi découvrir, c'est que vous vous êtes rencontrés chez Exalead il y a longtemps. Et du coup, c'était quoi Exalead à l'époque ? C'était une entreprise française, mais vous allez nous dire ce que ça faisait. Et qu'est-ce qui vous fait passer de l'aventure Exalead à l'aventure entrepreneuriale Open Datasoft ? Effectivement, Exalead, pépite technologique française, qui est née à la fin des années 90, qui a développé sa propre technologie de moteur de recherche, qui était utilisée à la fois pour motoriser des moteurs de recherche web. C'était un peu le concurrent français de Google au début des années 2000. Et puis, cette technologie, on l'a entre 2000 et 2010, adaptée au monde de l'entreprise pour mettre en place ce qu'on appelait à l'époque des plateformes de recherche de données en entreprise. Et puis, ce moteur de recherche qui était... Cette technologie de moteur de recherche qui était très puissante, elle permettait aussi de faire des calculs, de construire des tableaux de bord, donc de faire ce qu'on appelle des analyses de données. Et donc, ça a donné naissance
un produit qu'on commercialisait, qui permettait à nos clients de développer des applications d'entreprise en exploitant la puissance d'un moteur de recherche. Et tout d'un coup, vous avez dit, bon, ok, ça c'est super, on l'a fait pendant quelques années pour Exalid, on va se lancer dans notre propre aventure. C'est ça, et voilà, autour de 2010, l'open data commençait à arriver en France, en Europe. C'était un phénomène qui est né aux États-Unis après la crise financière de 2008. Et quand on a vu ce phénomène arriver en France, alors on a eu l'occasion avec Exalid de travailler à la mise en place, à la mise en œuvre du premier portail open data du gouvernement français. On fournissait la technologie de moteur de recherche à l'époque. On a commencé à s'intéresser à ce phénomène de l'open data qu'on trouvait particulièrement intéressant. Il y a plein de bonnes propriétés dans cette notion d'open data. Et on s'est dit, tiens, ça manque d'une solution clé en main qui permette vraiment aux collectivités locales, aux mairies, de motoriser, de faire un portail open data simplement, mais qui soit très puissant et qui permettent d'embarquer les utilisateurs, les citoyens, de leur donner vraiment accès aux données. Et donc, c'est comme ça qu'est né Open Data Soft. Et qu'on comprenne bien qu'aujourd'hui, vos clients, c'est bien sûr les clients publics qui font de l'open data, mais c'est pas que ça. Aussi, c'est désormais aussi des entreprises qui, avec votre plateforme, en fait, gèrent leurs données, gèrent leur flux de données, gèrent leur process de données entre les différentes entités de l'organisation. Quels sont vos clients aujourd'hui ? Exactement, donc ça c'était le point de départ, l'open data. Très rapidement, et parmi nos premiers clients, on a eu des clients qui ont utilisé la plateforme pour mieux gérer, mieux valoriser leur patrimoine de données en interne. Donc très vite, on a eu des clients internes qui ne faisaient pas d'open data. Et aujourd'hui, voilà, on va dire c'est 50-50. Nos clients sont alors toujours des collectivités locales, des ministères, des gouvernements parfois, et puis des entreprises privées qui utilisent notre plateforme sur des données privées, parfois sensibles, pour leurs propres besoins. Et donc, on travaille dans des secteurs comme le secteur de l'énergie, du transport, secteur banque et assurance. Voilà, donc on a des clients dans de nombreuses industries. Et du coup, donc vous avez depuis 2010 que la solution existe et qu'elle s'est développée. 2012. 2012. Et vous voyez arriver tout d'un coup, 10 ans après, alors vous la voyez arriver plus ou moins de loin d'ailleurs, cette révolution des LLM. Donc nous ici on s'intéresse à ça, à l'IA, à son application, à ses usages. Finalement, quand on est une entreprise comme la vôtre, où on propose une solution, comment on aborde cette arrivée d'une nouvelle techno, d'un nouveau élément qui vient possiblement d'ailleurs bouleverser la manière dont on peut naviguer dans une donnée, et comment vous avez décidé de le tester sur votre plateforme ? En tant que CTPO d'Open Data Soft, donc responsable du produit et de la technique, des équipes R&D et des équipes produits, donc qui conçoivent la solution et puis qui la mettent en œuvre, toujours en SaaS, donc on opère nous-mêmes la solution, la plateforme. Et cette arrivée, c'est d'abord une immense curiosité pour nous. Donc, en tant que technicien, techos, c'est génial. On a finalement une mise à disposition, une forme de démocratisation de ces technos qui existent depuis quelques années déjà, mais qui étaient réservés vraiment à des experts en la matière. On a une démocratisation avec l'arrivée de SDK, de kits de développement qui permettent d'exploiter la technologie, et puis surtout d'interfaces grand public qui permettent de jouer avec. Donc on accueille cette nouveauté avec, un nouveau jouet. Comme un nouveau jouet, une grande curiosité, et puis très vite, et comme tout le monde, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Qu'est-ce que ça va changer ? Comment ça peut venir enrichir la solution ? Comment ça peut enrichir la solution ? Est-ce que c'est un danger, cette affaire-là ? Voilà. Donc, et du coup, vous allez plutôt vers, pour rentrer un peu dans le détail, mais vous allez plutôt vers quel type de modèle, quel type de produit au départ ? Est-ce que vous allez, comme tout le monde, tout de suite vers ChatGPT ? Oui, on va dire que c'est les premiers qui sont arrivés sur le marché avec une interface léchée. Donc quand on teste avec les produits d'OpenAI. Et ensuite, après, vous interdisez pas d'aller vers d'autres modèles ? Vous regardez d'autres choses aussi dans ces cas-là ?
Au fur et à mesure que ça arrive sur le marché. Et petit à petit, typiquement, on a beaucoup de clients français, beaucoup de clients qui sont attachés aussi à la souveraineté de la solution, à la localisation des données qu'ils gèrent. Donc quand Mistral arrive sur le marché un tout petit peu plus tard, et très vite, eh bien, on fait tout de suite en sorte d'intégrer leur modèle et de jouer avec leur modèle. Donc, nous, ce qu'on a fait avec au début, donc ChatGPT est arrivé courant 2022, c'est sur le deuxième semestre 2022 là qu'on a commencé à en entendre parler. On a commencé à jouer avec en 2023. On s'est inspiré, on a fait des hackathons internes, on a essayé de comprendre comment cette techno pourrait nous aider. Résultat de ces hackathons, ça a été l'idée de 2 fonctionnalités. Donc, déjà une fonctionnalité nous permettant d'améliorer la recherche au sein d'un portail, non plus proposer une recherche à base de mots-clés, mais une recherche sémantique qui finalement comprend, je mets des guillemets, mais tes auditeurs sont avisés, donc comprendront, analyser le sens de la question pour finalement permettre à l'utilisateur qui pose la question de s'abstraire du jargon technique, quoi. On n'a pas besoin de connaître précisément les mots, le vocabulaire spécifique. On peut donner un mot approchant et puis la recherche, le moteur de recherche va comprendre le sens. Voilà. Donc là, on utilise des modèles assez simples, des modèles d'embeddings, qui permettent de calculer des vecteurs, de les représenter sous forme numérique à partir d'un texte. Et donc on n'est pas dans du générationnel. Donc notre premier usage du générationnel, c'est pour la deuxième de modèle génératif. Notre premier usage de modèle génératif, c'est avec une fonctionnalité de génération de visualisation, génération d'insight. Oui, parce qu'il faut le dire, votre plateforme, à partir des données, elle génère des cartes, elle génère aussi des graphiques. Donc, du coup, c'est cette fonctionnalité-là ? Exactement. L'idée derrière la plateforme, c'est qu'elle permet à nos clients d'exposer entre autres des jeux de données, donc des données structurées, tabulaires, et de les réexposer, alors de permettre aux utilisateurs de télécharger ces données, de les interroger via API directement, et puis de les voir, de jouer avec directement sur le portail. Voire même de construire des tableaux de bord. De construire des tableaux de bord, etc. Et pourquoi ne pas essayer ces modèles génératifs pour accélérer la création de visualisation. Et c'est quoi les enjeux du CTO quand on commence un petit peu à implémenter pour le coup des fonctionnalités là qui sont plus du jeu, qui sont des fonctionnalités d'enrichissement de plateforme, c'est quoi les problématiques auxquelles vous avez été confrontés? On parle souvent de la fiabilité aussi des réponses de ces modèles. Comment vous avez géré ça? Comment vous avez géré le fait de brancher vos données avec ces modèles et que c'est eux qui finalement apportaient une réponse soit de résultats de recherche, soit de génération de graphiques? Comment on s'assure qu'on n'est pas en train de créer un truc qui va popper des fakes sur la plateforme? Nous, notre approche dans la génération de visualisation, finalement, ce qu'on demande au LLM, c'est sur la base d'un contexte qu'on va lui fournir. Donc, le contexte, c'est quoi? C'est la requête de l'utilisateur en langage naturel. Affiche-moi une carte présentant la position des arbres remarquables à Paris, par exemple. Eh bien, ce qu'on va lui demander, on va lui passer la requête de l'utilisateur, on va lui donner des informations sur le jeu de données qui contient ces informations, et donc avec le schéma du jeu de données, donc les champs qui constituent ce jeu de données, et quelques instructions pour lui demander non pas de générer une carte, mais de générer des instructions qui vont permettre à notre plateforme, à la plateforme Open Data Soft, de générer une carte. Donc ces instructions, derrière, on les récupère, on doit les parser, les analyser. D'accord. Et ce faisant, en fait, on contraint beaucoup le modèle. Si le modèle nous renvoie une requête qui n'est pas pertinente, qui fait appel à des champs qui n'existent pas, ça ne marchera pas. Voilà. Donc l'enjeu, c'est finalement ce guidage. C'est-à-dire que c'est de trouver les bons rails sur lesquels vous allez mettre le LLM, sur lesquels vous allez lui donner des instructions claires et qui va le guider jusqu'à la bonne opération de sortie. C'est ça. Et ça, c'est compliqué ça quand on se lance dans ce monde-là?
Eh bien, quand on se lance sur ce sujet de l'IA, pour nous, on était assez loin de ces technos. On n'avait jamais vraiment exploité les technos de machine learning. Donc, en fait, le principal challenge pour nous, ça a été de se donner du temps, Ouais. de former les équipes et puis de lire, de regarder ce que font les autres, comprendre comment ça marche précisément. Et c'est ça, enfin, c'est du change et c'est de libérer du temps dans les équipes pour qu'elles s'approprient la techno. Et c'est ce qui a préparé finalement l'arrivée de cette nouvelle évolution en cours dont je parlais en introduction, qui fait passer finalement le LLM de la simple base token qui lui-même génère des tokens parce que sortie probabiliste, et c'est juste du texte qui fait du texte, à quelque chose où on va plus loin. Finalement, on demande au LLM de produire des actions. Il y a quelques méthodes pour arriver à faire ça. Moi, j'aime bien sur Perplexity, notamment parce que c'est un des modèles que j'utilise, enfin une des interfaces que j'utilise, on le voit en fait, on le voit passer finalement de la production d'un texte tout d'un coup à une action. On le voit créer l'action, on le voit, et du coup, c'est sûrement un peu faux, c'est sûrement un peu, on voit pas tout sur ça certainement, mais on voit passer du coup ce LLM d'une fonction de génération de texte à une fonction de je prends des outils. Et donc vous aviez préparé un peu le terrain à tout ça, et finalement voilà, on arrive sur cette ère de l'IA agentique. Ça arrive désormais, et vous vous êtes également demandé comment on va pouvoir l'utiliser et qu'est-ce que ça pourrait apporter finalement à la plateforme, au dispositif Open Data Soft. On a commencé assez rapidement à parler d'agents dans le secteur, juste au moment de l'émergence des LLM. Mais c'était un sujet qui restait un peu abstrait. Disons que il y a une vraie accélération sur le sujet agentique et sur la notion d'IA agentique. Fin 2024 et début de 2025, c'est devenu vraiment concret. Donc c'est assez récent en réalité, puisque de la même manière, les LLM ont émergé, c'est super, on écrit une phrase, ça la complète, c'est magique, and so what? Donc on commençait néanmoins à parler d'agents. On imaginait bien que tout ça allait se poursuivre, et donc on imaginait des cas d'usage et des cas d'usage, nous, dans la plateforme, pour exploiter l'IA, pour faire des choses, que ce soit pour les utilisateurs finaux de la plateforme, comme on a pu le faire avec la génération de visualisation, ou que ce soit pour les administrateurs et les gens qui gèrent, qui publient, qui préparent les données. On imaginait plein d'usages, mais voilà, on en était resté là pour l'instant dans le monde des idées. Il y a il y a plusieurs méthodes en fait pour faire de l'IA agentique. D'ailleurs, je vous renvoie vers une référence, un cours de Jean-Noël Lefebvre qui l'a partagé sur les réseaux, qui explique bien ces différentes manières de faire. On peut imaginer d'avoir des actions qui s'opèrent en local du LLM, ce qu'on appelle en sandbox, c'est-à-dire qui vont faire appel à des ressources JavaScript qui elles-mêmes, c'est notamment quand on veut faire un calcul, ça peut être fait en local. Quand on demande à un LLM 5+3, vu qu'il sait générer que du texte, il va faire appel à un outil qui, lui, va être une calculatrice. Et ça, c'est plutôt en local. Il y avait aussi le paradigme des API, on va y revenir. Et désormais, la méthode dont on va parler, la méthode MCP. Et donc, cette méthode, vous allez un peu nous la décrypter, puisque vous venez de l'implémenter dans la plateforme. C'est qui a forgé cette méthode-là et pourquoi ? Donc effectivement, la donne a changé il y a 6 mois. D'ailleurs, c'est dingue de dire en fait, on parle d'un truc qui c'était hier. Il y a 6 mois. Donc les agents, on en parlait beaucoup. Il y avait les LLM et des acteurs comme OpenAI ont assez tôt introduit des fonctionnalités qui permettaient par exemple au LLM de demander à ChatGPT Desktop d'aller faire une recherche sur le web. Ouais.
Donc là, on est déjà un peu Dans l'action. dans l'action. Hein, voilà. Donc, et tout ça a été rendu possible aussi au travers des kits de développement proposés par les vendeurs. Et donc ça permettait aux développeurs de développer des agents, mais toujours en exploitant les spécificités des kits de développement proposés par les vendeurs. Voilà. Beaucoup de code, beaucoup de choses à faire et qui étaient spécifiques d'un modèle à l'autre. Ouais. Le protocole MCP, c'est un protocole. Ouais. Modèle contexte protocole. Ouais. Une normalisation en fait. Voilà, il décrit en fait de manière formelle un cadre de communication entre un LLM, entre un système d'IA et une application, un serveur, une application, et donc ce protocole il est introduit par Anthropic qui développe le modèle Claude. Ouais. Il est introduit fin 2024, donc en novembre 2024, par Anthropic dans sa première version. Une version qui est un peu compliquée à mettre en œuvre. Oui. Voilà. D'accord. Et puis sur les 6 mois qui ont suivi, jusqu'à il y a quelques semaines, 2 nouvelles versions du protocole qui ont été publiées par Anthropic et qui changent la donne. Plus on avance, plus elles sont complètes et faciles à implémenter. Alors ça permet de faire quoi en fait? Ça facilite quoi le protocole MCP? Et donc le protocole MCP va permettre à une application IA, donc Claude Desktop, ChatGPT Desktop, un agent développé de manière spécifique, d'interagir avec une plateforme une plateforme tierce. Une plateforme tierce, ça peut être avec des ressources diverses. Voilà, avec des ressources diverses. Donc, en pratique, comment ça marche? Le protocole MCP, il met en œuvre plusieurs acteurs. Donc, il y a l'utilisateur final, vous et moi, ce qu'on appelle le client MCP. Donc, le client MCP, c'est un petit bout de système qui tourne dans l'application que vous utilisez. Le serveur MCP, qui implémente ce protocole. Qui comprend le protocole. Qui comprend le protocole. Et puis derrière, une application tierce qui fait des choses. Et donc finalement, le serveur MCP va exposer un certain nombre de capacités. Et donc, Et par exemple, chez Open Data Soft, ça veut dire quoi de créer un serveur MCP pour la plateforme Open Data Soft? Qu'est-ce que ça vient rajouter finalement à la plateforme? Et donc créer un serveur MCP pour la plateforme Open Data Soft, ça permet de rendre accessible à l'application IA les capacités de la plateforme Open Data Soft. Oui, c'est ça. Et tout simplement. Donc la plateforme Open Data Soft, elle permet de faire quoi? Elle permet de rechercher des données. Et elle permet à l'intérieur d'un jeu de données, de rechercher les enregistrements de ce jeu de données. Elle permet de récupérer les métadonnées. Elle permet d'agréger des données, elle permet de créer des représentations graphiques, des visualisations, etc. Et donc finalement, le protocole MCP, c'est une forme de... ça ouvre toutes les ressources d'Open Data Soft. Voilà, de nouveaux canaux de distribution, des informations qui sont gérées par nos clients sur leur plateforme, donc nouveaux canaux de distribution vers le monde des agents et des applications d'IA. Et du coup, tout le monde va s'y mettre. Tout le monde va exposer ses ressources ouvertes en protocole MCP, justement pour être disponible auprès des LLM qui deviennent cette nouvelle interface finalement d'interaction avec le monde numérique. Et est-ce qu'il n'y a pas du coup un enjeu de découvrabilité, de SEO? Enfin, comment vous allez faire pour faire connaître le fait que la plateforme Open Data Soft, elle a un serveur MCP? Comment ça marche, ça? On communique, on le dit à nos clients. Aujourd'hui, comme aujourd'hui. Okay. On le dit à nos clients. C'est vrai que c'est assez dingue. MCP, c'est un protocole. C'est assez qui est compliqué à décrire, mais tout le monde parle de MCP. Donc il y a une hype de dingue et une appropriation de ce sujet aussi par les éditeurs qui va à la vitesse de la lumière. Ça va très très vite. Donc oui, tout le monde va y aller. Après, on peut pas... c'est pas si simple d'y aller. Pour y aller, pour exposer via le protocole MCP les capacités de sa plateforme, il faut que cette plateforme, elle soit propose des moyens d'accès, des des notions d'API qui vont permettre aux serveurs
d'interagir avec la plateforme via une API. Il y a plusieurs façons de faire du MCP. On peut faire du MCP et on peut créer son serveur MCP en local, relativement facilement, il faut développer, etc. Mais voilà, les vendeurs de solutions comme nous vont proposer des serveurs MCP. Ils ont fait eux-mêmes, qui sont certifiés, sécurisés, etc. Et donc ce registre de serveurs MCP, il est à construire. Alors il y a plein d'initiatives, il y a des ressources qui existent sur le web. C'est quelque chose qui va arriver au fur et à mesure finalement, ce référencement. Il y a des ressources qui référencent des centaines, des milliers de serveurs MCP. C'est compliqué de faire son marché. La réalité, c'est que petit à petit, les vendeurs vont, eux, arriver avec leur serveur MCP, leur implémentation de référence. Et c'est ça qui va faire foi. Mais il y a effectivement un vrai sujet de référencement de ces capacités pour le grand public. En tout cas, ça démocratise donc du coup l'accès à la ressource. On voit bien, votre plateforme elle était déjà prête finalement à recevoir et à proposer le MCP parce qu'elle avait déjà des API, elle avait déjà des capacités. Et du coup, ça démocratise aussi du coup cet accès-là. Si on met ça en corrélation avec, ou en tout cas en lien avec le vibe coding, ce qui permet de faire de développer des petites applications sans connaître le développement, toujours avec l'IA, finalement, moi, ce que je vois, quand je prends un pas de recul avec tout ça, c'est que je me dis, en fait, là où il y avait de l'open data, parce que moi, j'aime beaucoup l'open data, vous le savez, et où on avait du mal finalement à faire des réutilisations parce qu'il fallait développer la réutilisation. Si on met l'IA qui permet de développer les réutilisations, si on met cet accès facilité à des ressources comme la vôtre via MCP, en fait, on démocratise complètement la capacité à réutiliser les données publiques, les données open data. Et là, en fait, on revient sur quelque chose qui est initial à l'open data, qui est la qualité des données. C'est-à-dire que si tout le monde se met à faire des choses avec l'open data, beaucoup plus démocratiquement, beaucoup plus étendu, on va beaucoup plus voir arriver les problématiques de mais votre donnée elle n'est pas complètement à jour, tiens mon machin il marche pas complètement. Et je pense que du point de vue des producteurs de données, ça va être aussi une opération où c'est un deuxième souffle un peu de diffusion de l'open data, démocratiser plus facilement, et du coup aussi de la nécessité d'avoir une donnée de qualité. C'est extrêmement vrai, et c'est vrai pour l'open data, mais c'est aussi essentiellement vrai pour les données des organisations qui ne sont pas forcément ouvertes. En plus, oui, bien sûr. C'est vrai pour tout le monde. Et comme vous le dites, finalement, ce nouveau canal de distribution, il va permettre de faire passer à l'échelle la diffusion de l'usage des données. Il permet d'apporter les données, l'information gérée dans des plateformes de données comme la nôtre. Ils permettent d'amener ces éléments-là dans l'environnement de travail de l'utilisateur qui, de plus en plus, est l'application IA et ou la plateforme de communication d'entreprise, du Teams, du Slack, qui, eux aussi, supportent ou vont supporter très prochainement ce protocole MCP. Donc, ça permet d'apporter tout le patrimoine informationnel de l'entreprise sous les mains de l'utilisateur. Et, de fait, les modèles, eux, on va dire que ce qu'ils génèrent en termes de résultats quand on leur pose des questions est complètement déterminé par la qualité de ce qu'on met en entrée. Et donc, oui, c'est un second souffle, et c'est surtout une énorme valorisation de toutes les démarches de data management, de mise en qualité de la donnée, de documentation de la donnée, de documentation avec des métadonnées de qualité. Et donc, ça va remettre en lumière toute cette usine à produire de la donnée de qualité qui est essentielle pour que les résultats soient pertinents. Écoutez, merci pour cette introduction à MCP. Je pense qu'on va en reparler. On va en reparler peut-être avec vous, peut-être avec d'autres, parce que ça vient rajouter une brique à tout l'édifice et à tout le phénomène IA. C'est déjà l'heure de conclure. Merci David Touma. Merci d'être venu introduire et expliquer MCP via la plateforme Open Data Soft qu'il a donc implémentée et qui la rend disponible. On voit bien le potentiel de cette
nouvelle norme pour piloter des actions numériques depuis un LLM. Merci beaucoup David. Merci Jean-Philippe. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Comme vous le savez peut-être, vous avez un impact énorme sur la diffusion de cette émission. Avec un petit like, un petit commentaire sur les réseaux sociaux, vous nous emmenez juste plus loin. Alors n'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule les algorithmes et ces petits gestes sont importants. C'est une manière de nous récompenser aussi. Nous approchons de la fin de la saison 2 de Parlez-moi d'IA. Notre collectif s'agrandit peu à peu. Alors si vous voulez participer à cette aventure, si vous êtes intéressé pour apprendre sur comment ça se fabrique une émission de radio ou un podcast, si vous avez un contenu sur l'IA à proposer, n'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre l'équipe. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et on vous dit à bientôt.